Nous sommes plus de 6 milliards sur Terre. En 2050, nous serons 9 milliards. Dans quel monde nos enfants vont-ils vivre? Il y a le réchauffement climatique qui s'est encore plus développé. L'eau se raréfie aussi, l'électricité, ça provoque des effets néfastes pour la planète. De toute façon, nos parents ils nous tuent dès la naissance, parce qu'avec les produits cosmétiques, avec les produits chimiques dans les biberons, tout ça, les matériaux de construction des maisons, ils nous tuent. Et quand on sera venu qu'il n'y aura ni poisson à pêcher, qu'il n'y aura plus de nature, qu'il n'y aura plus rien à manger parce qu'il y aura trop de pesticides, qu'il n'y aura que des cancers, tout le monde et qu'on se détruira nous-mêmes, ce sera trop tard et on se dira on aurait dû le faire plus tôt. Une industrie qui produit en masse, une économie qui s'emballe, des écarts de richesse qui se creusent entre les hommes. La pollution de l'air, de l'eau, des sols. Une augmentation croissante du nombre de cancers liés à l'environnement. Une situation qui n'est pas tenable à long terme, car vouée à l'épuisement. Avons-nous oublié que la Terre n'est pas infinie, que ses ressources sont limitées et que les dommages causés sont irréversibles? Alors posons-nous une question. Qu'allons-nous laisser aux générations futures? Pour répondre aux préoccupations écologiques, la Commission mondiale de l'environnement publie en 1987 dans le rapport Brundtland la définition d'un nouveau concept, le développement durable. Basé sur 3 piliers, le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Donc le développement durable, c'est un développement qui va permettre aux générations présentes de répondre à leurs besoins sans empêcher les générations futures d'en faire de même. Alors concrètement, ça veut dire que nous, aujourd'hui, dans nos activités industrielles, etc., on doit faire attention. La compréhension la plus immédiate, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on épuise les ressources, sinon il n'y en aura plus pour nos enfants. Depuis la naissance du développement durable, les initiatives gouvernementales françaises se multiplient. Du sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 jusqu'au Grenelle de l'environnement en 2008, les ONG, l'État, les collectivités territoriales, les syndicats et les entreprises conçoivent leurs responsabilités sociales et adhèrent à la RSE. Et la responsabilité sociale de l'entreprise, dite RSE, ça consiste pour une entreprise à prendre en compte le développement durable dans sa stratégie, c'est-à-dire concrètement à essayer de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de ses activités le plus en amont possible pour réduire les impacts négatifs éventuels et si possible augmenter évidemment les impacts positifs. La RSE implique d'assurer l'égalité entre les hommes et femmes, dans les salaires, les droits et les devoirs. S'inscrire dans le développement durable, c'est veiller à ce qu'aucune discrimination ne vienne entraver la bonne marche et l'image de l'entreprise. Ces mesures concernent le secteur de la santé, qui a aussi une responsabilité face aux grands enjeux de société. Les hôpitaux, les cliniques, les établissements médico-sociaux représentent plus d'1 million de salariés et 18 millions d'usagers. Des milliards d'euros d'achats et des milliers de tonnes de déchets par an. Oui, le système de santé a un devoir d'exemplarité puisqu'il est censé soigner et ne pas nuire. Et si on imaginait un système de santé qui ne pollue pas l'environnement et qui du coup, directement et indirectement, contribue à faire sa mission, c'est-à-dire à améliorer la santé du plus grand nombre. C'est inscrit dans le serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, ensuite soigner, et finalement c'est ça. Soucieux des enjeux sanitaires et environnementaux, les professionnels de santé s'organisent et se lancent dans une nouvelle politique de développement durable. Pour diminuer la pollution et maîtriser l'énergie, les réseaux et les actions régionales se multiplient. Aujourd'hui, le système de santé évolue vers une dynamique durable. Le développement durable en santé, ça permet d'aborder la santé à très long terme. Aborder la santé à très long terme, ça change complètement les objectifs. Aujourd'hui, si on vous résume les objectifs en termes de santé publique, j'ai envie de dire il y en a un depuis 30 ans. L'objectif que l'on entend décliner après en région, c'est réduisons le déficit de l'assurance maladie. À notre sens, ce n'est pas un objectif en termes de santé publique. Le seul objectif en termes de santé publique devrait être
améliorons la qualité de vie des citoyens, améliorons l'état de santé des populations, pour ainsi optimiser les dépenses de santé. Les établissements de santé produisent chaque année 700 000 tonnes de déchets. 20% sont des déchets soumis à une législation très stricte. Ce sont les déchets chimiques ou toxiques des laboratoires, mais aussi les déchets infectieux des activités de soins comme les seringues, le sang, que l'on appelle les dasseries. Le risque est infectieux puisque ces déchets sont susceptibles de contenir des bactéries, des virus, du sang. Philippe Parvy travaille dans le domaine des risques chimiques, à l'hôpital Necker Enfants Malades. Il a élaboré des recommandations pour la manipulation, le stockage et l'élimination des déchets à risque infectieux, chimiques et toxiques. Un travail titanesque, puisque ce sont plus de 5000 agents chimiques dangereux qu'il a répertoriés dans son hôpital. On a là des déchets qui sont tout à fait particuliers, parce qu'on a des déchets qui ont à la fois possiblement des propriétés infectieuses, quand on a des pièces anatomiques fraîches, donc des déchets d'activité de soins à risque infectieux, et puis quand elles sont conservées dans le liquide de conservation, comme on voit, comme on peut en voir ici dans ces petits flacons par exemple, eh bien quand elles sont conservées là-dedans, le produit qui les conserve est un produit chimiquement dangereux, et c'est même un produit cancérogène puisqu'il y a du formol. On respirait continuellement le formol pendant une demi-heure, voire une heure, parce que quand il y avait beaucoup de choses, c'était infernal. On avait la gorge qui nous irritait, les yeux qui piquaient. On n'avait pas de ventilation, on était obligé d'ouvrir les fenêtres, et ça faisait rien. Et maintenant, on élimine tout directement dans les seaux. On a la poubelle jaune, qui est la poubelle spécifique pour les déchets qui possèdent un risque infectieux et uniquement un risque infectieux. On a les seaux qui sont là, dans lesquels on va éliminer les pièces anatomiques contenant et contenues, avec des étiquettes spécifiques qui correspondent à la filière des déchets chimiques dangereux. Et puis vous avez ici, par exemple, des bidons. Des bidons qui sont destinés à collecter uniquement les liquides qui sont aussi chimiquement dangereux et qui doivent être éliminés dans une filière spécifique. On a baissé, quand on a mis en place un tri réglementaire et traduit en pratique pour les professionnels, on a baissé la production de 40% de déchets mis dans cette filière. Mais une fois triés, comment ces déchets à risque sont-ils éliminés ? 85% des dasseries sont brûlés dans un incinérateur. 15% sont banalisés. Un procédé qui vise à réduire la contamination microbiologique en stérilisant les dasseries et qui vise aussi à réduire le volume de déchets en les broyant. La banalisation est une solution certes moins coûteuse pour le traitement des déchets, mais est-ce moins impactant sur l'environnement ? Car les déchets banalisés subissent quand même au final un traitement par incinération, avec toutes les conséquences sanitaires et environnementales que cela engendre. Aujourd'hui, l'impact sanitaire de l'incinération a été reconnu par plusieurs études. La plus récente et la plus vaste qui a été menée en France, c'est l'étude qui a été menée par l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, qui a mis en évidence des risques statistiquement significatifs d'apparition d'un certain nombre de cancers pour les populations vivant à proximité des incinérateurs. L'idéal serait peut-être de développer le procédé de banalisation pour arriver à transformer les déchets en matières premières. Outre les déchets d'activité de soins, les établissements de santé produisent 80% de déchets ménagers, comme les emballages, le papier, le plastique. Alors comment réduire ce volume et donc moins polluer ? Chaque déchet doit être traité en fonction de sa nature et c'est la raison pour laquelle un tri à la source et un tri de qualité est un élément si important dès lors qu'on parle de déchets. Si on mélange tout et si on élimine tout en vrac, bien entendu, les coûts d'élimination vont être démesurés puisque ce sera le prestataire qui devra trier ces déchets et choisir la bonne filière pour éliminer le bon déchet. En règle générale, plus on trie, plus on fait des économies en matière de déchets. Trier, recycler,
revalorisée, la gestion des déchets devient écologique. Au service environnement du CH d'Angoulême, Jean-Pierre Thomas travaille sur une expérience pilote, le tri des biodéchets. Alors, nous avons mis en place, en lien avec le Conseil général, la Comaga et d'autres partenaires, une opération de collecte des biodéchets. Le tri des biodéchets consiste à mettre de côté, donc, dans des sacs biodégradables, bien sûr, les déchets qui sont compostables. Et donc ces déchets sont mis de côté dans des bacs spécifiques. Ces bacs spécifiques sont enlevés par la Comaga, la collectivité d'agglomération de la ville d'Angoulême, sont acheminés sur le site de l'Oisellerie. Et là, sur le site de l'Oisellerie, se fait l'opération de compostage avec les fumiers de leurs bovins. Nous sommes sur un des 3 points de collecte au niveau de la cuisine, qui est la chaîne plateau. Le deuxième point très important étant le self, et le troisième point étant la fin de production avec tous les excédents sur les cartes fixes. Trop souvent, peut-être encore, on assimile les efforts de développement durable à des surcoûts. On peut considérer que dans un certain nombre de cas, et là on a un exemple vraiment très flagrant, ce n'est pas un surcoût, bien au contraire, c'est une moindre dépense. Les risques infectieux chimiques ou toxiques ne s'arrêtent pas aux déchets solides. Il existe aussi des rejets cachés dans les eaux usées des établissements de santé. Ce sont les effluents liquides. Donc dans l'eau rejetée par l'établissement de santé, on va trouver différents agents. Des agents provenant de l'activité de décontamination des ustensiles ou des outils chirurgicaux. On va retrouver également des agents de décontamination détergents utilisés pour le nettoyage des surfaces. Et on va également retrouver des agents médicamenteux, des dérivés de médicaments qui sont issus de la prise par les patients ou voire des laboratoires de l'établissement. Le problème qui se pose, c'est qu'une grande partie de ces produits-là ne vont pas être arrêtés par les stations d'épuration et donc vont être rejetés dans l'environnement où ils vont avoir des impacts sur les systèmes aquatiques, voire terrestres. Beaucoup d'équipes étudient ce qui sort finalement dans les effluents des établissements de santé. Là où les choses sont moins claires, c'est qu'est-ce qu'on va faire justement pour rejeter des eaux indemnes, si je puis dire, de tous ces produits plus ou moins toxiques. Nous pouvons par exemple imaginer des stations d'épuration qui absorbent la toxicité des effluents liquides sans aucun rejet dans les eaux de rivière. Nous nous trouvons ici dans une station de bambou assainissement qui est une station de phytorémédiation. La phytorémédiation est l'ensemble des technologies de dépollution par les plantes. Ici, la plante joue un rôle extrêmement important dans le processus de dépollution. Donc, les bactéries vont se développer sur ce système racinaire, non seulement parce qu'elles ont un support adéquat, mais en plus parce que le système racinaire va emmener énormément d'oxygène dans la première partie du sol. Et c'est cet oxygène qui va permettre aux bactéries de se développer en grande quantité et de se multiplier. Un des paramètres importants de l'utilisation de cette plante est la pousse justement de ce bambou. Il se trouve qu'un bambou atteint sa taille adulte en 1 mois. Cette croissance extrême va permettre une extraction extrêmement forte des éléments polluants. L'entreprise Phytorem analyse actuellement la composition des effluents hospitaliers. Si les études sont satisfaisantes, des bambous pourraient être plantés directement sur le site des établissements. Mais pour réduire la toxicité des effluents liquides à la source, comme éliminer les produits de nettoyage chimique, beaucoup d'établissements, à l'image de la clinique de lait à Bayonne, ont substitué leurs produits détergents d'entretien pour un système de nettoyage vapeur. Alors donc déjà, c'est un concept que la clinique a adopté il y a déjà 2 ans pour répondre un petit peu à la philosophie de l'établissement qui était de promouvoir la qualité environnementale. J'ai fait participer l'ensemble du personnel à cette réflexion pour pouvoir changer nos méthodes de travail en substituant des produits chimiques couramment utilisés par donc un bio-nettoyage, donc vapeur, par l'émission de vapeur à plus de 100 degrés à la base et avec donc une pression de 4 à 6 bars
donc, qui intervient dans la détergence donc, des salissures. Vraiment, l'essentiel, c'est qu'on n'utilise absolument plus de substituts chimiques qui créent des déchets, qui créent parfois des allergies auprès du personnel, donc des maladies professionnelles. Donc nous avons anticipé tous ces problèmes-là en n'utilisant que de l'eau. Pour les petits coins où on ne peut pas aller. Et nous avons été accompagnés donc, par des formateurs pendant plusieurs mois sur l'utilisation et surtout dans l'accompagnement du personnel, dans le changement de mentalité. Au début, c'est vrai qu'on avait des repères, on avait le repère avec nos produits. Et puis là, bon, quand on a eu la machine à vapeur, on a eu une formation. On avait, bon, c'est vrai qu'au début, on mettait un peu trop de vapeur, un peu trop de pression. Donc on n'avait pas un bon résultat. Puis après, bon... Et après, c'est vrai qu'à force de l'utiliser, après on l'a prise en main et ça s'est bien passé. Nous avons été confortés donc, dans l'utilisation de ce procédé par la qualité de résultats que nous avons obtenus, in fine, par des contrôles environnementaux bactériologiques. Et nos contrôles avec la vapeur sont aussi satisfaisants, si ce n'est mieux, que des contrôles que nous effectuions avec des produits chimiques de base. Si les déchets et les rejets peuvent avoir des impacts sur la santé, des risques sanitaires peuvent se cacher également dans les dispositifs médicaux. Les poches de sérum, les cathéters, contiennent le plus souvent des phtalates. Ce sont des assouplissants du plastique omniprésents dans notre environnement, pour certains classés CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le C2DS joue son rôle de veille auprès des professionnels de santé. En 2007, le comité alertait les autorités sanitaires sur la question des phtalates. 2 ans après, l'AFSAPS émet des recommandations pour les utilisateurs et les fabricants de dispositifs médicaux. Elle les invite à anticiper la nouvelle directive européenne, applicable en 2010, et leur demande d'utiliser des matériels de substitution, notamment pour les procédures de soins à risque, pour les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. En ce qui concerne l'utilisation de dispositifs médicaux sans phtalates, le choix s'opère dès l'achat. Nous estimons, nous, dans notre vocation d'exemplarité, qu'un établissement de santé n'a pas à utiliser des produits qui peuvent participer quelque part à fabriquer les maladies de demain. Donc cette politique d'achat, elle est majeure et elle se décline sur tout ce que l'on peut acheter dans le monde hospitalier. En septembre 2008, nouvelle campagne du C2DS sur les CMR. Le comité a appelé l'attention de l'AFSAPS et des professionnels de santé sur la possible toxicité des ingrédients contenus dans les cosmétiques bébés. Certaines crèmes, lingettes, shampoings peuvent contenir des parabènes, de l'EDTA, du BHA et du bisphénol A. Suite à cette campagne, l'Académie de médecine recommande aux fabricants de n'admettre dans la composition des cosmétiques bébés que des substances dont l'absence de toxicité a été démontrée. L'Académie rappelle également que la prescription et la recommandation de cosmétiques engagent la responsabilité médicale. Du côté du ministère de la Santé, Madame la ministre Roselyne Bachelot s'est engagée à saisir l'AFSAPS pour faire réévaluer le risque des cosmétiques distribués dans les maternités pendant la grossesse et chez le jeune enfant. Lors de son discours du 25 novembre 2008, Madame la ministre a annoncé une campagne d'information qui sera menée auprès du grand public et des professionnels de santé sur les risques potentiels liés à l'utilisation pendant la grossesse de certaines substances chimiques contenues dans les cosmétiques bébés. Madame Roselyne Bachelot a également annoncé lors de ce discours une étude menée en partenariat avec les industriels sur la possibilité d'apposer sur les produits reprotoxiques un logo indiquant qu'ils ne sont pas recommandés aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Des professionnels de santé alertés par ces sujets ont préféré refuser de distribuer ces fameuses mallettes roses et bleues dans leur maternité. Intégrer le développement durable dans la politique d'achat, c'est devenir un acheteur responsable. Cela implique pour les acteurs de santé d'être plus exigeants sur la qualité et le cycle de vie des produits. On parle à ce sujet d'éco-conception. L'éco-conception, c'est la production d'un matériel, d'un produit
ou d'un processus industriel qui va prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux sur la totalité du cycle de vie, du produit en question. Et on va donc prendre en compte les impacts environnementaux du départ de la production, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières pour fabriquer le produit, jusqu'à ce qu'on appelle du berceau, donc le berceau, l'extraction des matières premières, jusqu'à la tombe, quand le produit devient un déchet. Dans le domaine public, cette dimension durable des achats est devenue une composante nouvelle du Code des marchés publics depuis septembre 2006. Les entreprises, fabricants ou fournisseurs doivent désormais répondre à des critères environnementaux. Certaines centrales d'achat vont par exemple lister les matériaux sans phtalates ou encore référencer les produits sous des certifications NF ou écolabel. Il convient de ne pas confondre label écologique et écolabel. Il existe une foultitude de labels écologiques, mais les écolabels ont la particularité de reposer sur une norme qui est à la fois internationale, française et européenne, et qui définit un certain nombre d'exigences qui visent à apporter toute une série de garanties aux consommateurs. Les garanties principales, c'est d'être basé sur l'ensemble du cycle de vie. Beaucoup d'établissements de soins ont déjà engagé une politique d'achat durable. Certains sont plus réticents, ce qui est facilement compréhensible, puisqu'il faut avant tout gérer un budget et les produits alternatifs peuvent être 20 à 25% plus chers. Alors comment équilibrer les prix ? Plus de professionnels de santé seront dans cette logique d'acheter plus sain, voire plus noble, et bien plus nous arriverons à faire diminuer les coûts de production. C'est dans cette logique que le groupe Achat aujourd'hui s'inscrit. En fait, ce que je crois sur cette histoire d'économie, c'est qu'aujourd'hui, dans certains cas, le développement durable est plus cher parce qu'il est encore très rare. Il est très peu répandu. Typiquement, les produits biologiques, équitables, etc. sont plus chers, souvent parce qu'ils sont très peu encore présents sur les linéaires. Donc il n'y a pas d'économie d'échelle qui permettrait de baisser les coûts, d'autant plus que c'est porté par de toutes petites entreprises un peu pionnières, etc. Il y a un enjeu majeur, notamment du point de vue de l'accessibilité de la chose, à ce que ces pratiques et ces produits se généralisent. Il est clair qu'en matière d'achat, les établissements de santé se disent prêts à s'engager dans une politique de développement durable. Mais cela ne doit pas coûter plus cher. La question se pose alors, le respect de l'environnement est-il forcément synonyme de coûts supplémentaires ? Alors c'est vrai que dans certains cas, on peut constater un prix plus élevé, mais les prix ne sont pas les coûts. Et notamment, on se rend souvent compte en achat qu'on a certes des prix parfois plus élevés, mais qui s'accompagnent par des diminutions de coûts ultérieurs. Être à la fois écologique, durable et économiquement viable est un enjeu de taille. Cela demande aux établissements de santé de réfléchir à la fois sur leur gestion des déchets, leur politique d'achat, mais également sur leur maîtrise de l'énergie. Car les hôpitaux et cliniques sont effectivement de gros consommateurs d'eau, de chauffage et d'électricité. Jusqu'à il y a 5-6 ans, on ne se préoccupait pas de la consommation d'eau. C'était normal de consommer de l'eau. L'eau, c'était quelque chose qui est à notre portée. D'ailleurs, c'est toujours à notre portée. Et c'est depuis 5-6 ans qu'on se préoccupe d'essayer de mieux consommer. Un établissement consomme environ 1000 litres d'eau par séjour. De l'eau utilisée par les personnels et les usagers, ou encore les installations techniques. Le baromètre de développement durable en santé, établi auprès de 936 hôpitaux, a montré que des efforts importants sont faits en ce qui concerne la consommation d'eau. À l'exemple de la clinique Sarus-Teinturier à Toulouse, qui a fait preuve d'ingéniosité en installant un récupérateur d'eau propre sur leur système d'autoclave. Résultat positif, avec 1500 litres de consommation d'eau en moins et 20 000 € d'économie par an. Notre problématique a été, lorsque nous avons été amenés à créer une nouvelle stérilisation, de penser tous les circuits, d'éviter de multiplier les déchets et d'en profiter pour éviter de consommer inutilement de l'eau. Alors l'économie d'eau
se situe principalement au niveau de la production. C'est-à-dire qu'en fait, pour produire de l'eau osmosée, on va utiliser, on va dire pour 100 litres d'eau adoucie, on va produire 50 litres d'eau osmosée et 50 litres qui normalement sont rejetés à l'égout. Et ces 50 litres qui sont rejetés à l'égout, on les récupère dans une cuve et on le réinjecte en fait dans le réseau technique de la stérilisation. Rien ne sert de faire ou d'avoir de grandes idées en matière de développement durable si au bout d'un moment économiquement c'est pas viable. Parce que tout simplement c'est l'entreprise qui conditionne la possibilité. Du côté énergétique, il faut savoir qu'un CH produit 20 à 30 tonnes de CO2 par an pour chauffer et apporter de l'électricité au niveau d'un lit. Il est clair qu'en réduisant leur consommation d'énergie, les acteurs de la santé participent non seulement à la préservation des ressources naturelles, mais font en plus des économies substantielles. La première possibilité, bien sûr, réduire votre consommation énergétique. La deuxième, réduire vos coûts d'achat par l'effet de la mutualisation, en globalisant vos volumes. Et enfin, et il ne faut pas le négliger, faire appel à tous les mécanismes de marché qui vous permettront de bénéficier de subventions, de bénéficier de crédits, de bénéficier des certificats blancs qui sont des incitations à moins consommer et de vous faire bénéficier de crédits carbone. Pour réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, beaucoup d'établissements de santé ont opté pour des énergies renouvelables. Le CHU de Limoges a quant à lui choisi l'énergie biomasse pour alimenter son bâtiment en chauffage et en eau chaude. En installant une chaufferie bois, cet hôpital a réalisé une économie de 500 000 € dès la première année et une diminution de 69% des rejets de CO2. Donc les enjeux écologiques, c'est déjà la réduction des énergies fossiles, puisqu'en fait nos besoins vont être alimentés plus qu'à 34% par les énergies fossiles et les 66% restants se feront par la biomasse. Ça permet aussi, cette biomasse, de réduire les émissions de CO2 de moins 69%. Et en plus, de valoriser aussi les déchets du bois, tous les déchets du bois, puisqu'on prend actuellement et des copeaux et des sciures, voilà. L'alimentation du bois se fait grâce à des tapis qui alimentent chaque chaudière de manière automatique. Donc on a une combustion du bois, la température atteint 750 à 800 degrés dans le foyer. Cette température permet de réchauffer l'eau de chauffage qui ensuite alimente l'ensemble des bâtiments du CHU. Donc l'enjeu économique au niveau du CHU, c'est assez important puisque le fait d'avoir un réseau de chaleur avec nos deux autres partenaires nous permet de bénéficier d'une TVA à 5,5 et en plus l'utilisation du bois nous assure normalement une certaine stabilité, une certaine maîtrise dans les coûts. L'IDD Santé, l'indicateur de développement durable du C2DS, permet aux établissements de santé de s'auto-évaluer sur leur maîtrise de l'énergie et de se positionner. À terme, cet indicateur deviendra un observatoire national des performances environnementales, économiques et sociales des établissements de santé. Une façon de valoriser les initiatives en faveur du développement durable. Avoir une politique énergétique durable, c'est aussi maîtriser l'énergie lors de la réhabilitation ou de la construction d'un bâtiment. Le CH d'Alès construit par exemple un pôle énergie pour son futur hôpital grâce à un partenariat public-privé. Le principe d'un pôle énergie, qu'il faut savoir, c'est que d'abord c'est un projet très technique. Pour vous donner une idée, sur un investissement de 10 millions d'euros qui générera un budget annuel de 2 millions, 1 million sera dédié à financer l'équipement sur 20 ans et 1 million correspondra au flux de l'exploitation. Or, dans un centre hospitalier, on n'a pas les métiers d'exploitation. C'est-à-dire que même si on le construit nous-mêmes, on est obligé après de choisir un partenaire pour l'exploiter. Alors l'idée qui nous est venue, c'est de dire, si on choisit le partenaire à la fois pour le construire et l'exploiter,
on pourra faire peser sur lui des exigences de résultats. Comme ça, si l'outil n'est pas pertinent, il ne pourra pas évoquer le déficit de l'outil pour venir dire « ça vous coûte trop cher ». Vous allez voir en face de l'hôpital le futur pôle énergie. Pour l'instant, on a uniquement la carcasse béton. Bientôt viendront des chaudières bois, les chaudières fuel-gaz qui fonctionneront un peu l'été quand la chaudière bois sera arrêtée. Le pôle énergie donc, qui amènera aussi l'électricité secourue, l'eau. C'est vrai qu'on a fait le choix de partir avec un partenaire privé, dans le cadre d'un partenariat public-privé, ce qui permet d'avoir un gros investissement de départ et un investissement de qualité qu'on n'aurait pas pu se payer tout seul. Je crois qu'il faut être très clair. Et les économies engendrées derrière en exploitation vont pouvoir se faire via cet intermédiaire. Avec 120 millions de tonnes de CO2 émises par an, le bâtiment est responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une réelle prise de conscience du secteur de la construction sur la nécessité de minimiser l'impact sanitaire et environnemental. Le colloque au VVF de Longchamp à Paris, en janvier 2009, réunissait les acteurs de la santé et les professionnels du bâtiment. Architectes, maîtres d'ouvrage, constructeurs, médecins étaient présents pour témoigner et présenter les outils et les bonnes pratiques en matière d'éco-construction. Il y a le problème de l'ozone qui est un problème très important avec le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on a davantage de pics d'ozone extérieurs, mais qui va rentrer dans le bâtiment et qui est un peu ennuyeux parce que c'est un gaz très réactif et qui réagit avec les émissions des matériaux que l'on met dans le bâtiment, des matériaux et des produits d'entretien. Se concentrer sur l'énergie que les double flux, ne pas prendre en compte la qualité de l'air intérieur, c'est impossible. On ne peut pas les mettre séparément. Donc ces niveaux d'évaluation, et ils valent pour tous les systèmes, c'est déjà des labels qui vont s'occuper que de la performance énergétique. Et en Europe, il y a beaucoup dans les pays germaniques de systèmes qui ont été développés. Vous avez peut-être entendu parler de Passive House, de Ménergie. Donc ça, c'est des choses qui tournent exclusivement autour de l'énergie. Le directeur du CH d'Alès, François Mourgue, présentait son futur hôpital, un site pilote pour la norme HQE, la haute qualité environnementale. Une démarche volontaire qui s'appuie sur 14 cibles à respecter. Le but étant de construire un bâtiment respectant au mieux l'environnement, la santé et le confort des usagers. Quand on a fait le choix de faire ce bâtiment HQE, ça nous a amené à traiter les principes constructifs du point de vue de l'isolation. Pour être sûr de nous, on a traité à partir d'une isolation par l'extérieur. Le principe est simple, c'est-à-dire que vous mettez à l'intérieur les murs béton pour que ces murs servent de volant thermique. Alors vous voyez ici un des isolants du bâtiment, puisque l'ensemble du bâtiment est isolé par l'extérieur. Ça va amener une très forte inertie au bâtiment, ce qui nous permettra jusqu'à 5 degrés extérieurs de ne pas avoir à chauffer le bâtiment. On a pris en compte les apports internes, l'isolation, et on est arrivé à ce résultat. L'architecte a quand même beaucoup travaillé sur l'implantation du bâtiment, à la fois par rapport au soleil, par rapport au vent. Il y a tout un travail d'implantation sur le site qui a été fait. Puisqu'on a ici une rocade qui est assez bruyante, donc c'est vrai qu'on a travaillé plutôt ces façades-là avec une protection au bruit plus importante que les autres façades. Il y a tout un travail qui a été fait sur la courbe du soleil et les protections solaires en conséquence. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur ce sujet-là par l'architecte dès l'origine du projet. Le bâtiment compte 9 patios qui vont permettre d'éclairer avec un très bon taux d'éclairage naturel et de lumière du jour l'ensemble des locaux de l'hôpital. Donc on a essayé d'optimiser ça en fonction de l'étage, en fonction de l'orientation du bâtiment, en fonction des saisons et de l'orientation du soleil. Donc c'était important qu'on fasse très attention dans ce chantier à tout ce qui est chantier faible nuisance, en termes de bruit, en termes de poussière,
toute la partie de début de chantier où on a quand même beaucoup en été, hein, c'était sec avec des risques de poussière, on a arrosé le chantier pour éviter d'avoir des poussières dans les chantiers. On a en amont, on avait toute une partie de déconstruction, là aussi toute la déconstruction s'est faite avec de l'arrosage en continu pour éviter d'avoir des poussières qui rentrent dans les locaux de soins avec tous les problèmes d'aspergillus pour les patients. Vous voyez ici les bennes de déchets du chantier. On en a plusieurs réparties tout autour du bâtiment en construction. Et vous voyez qu'on trie les déchets. Certains fabricants se sont engagés à venir chercher les déchets directement sur site pour les réutiliser en usine. Et tout ça nous permettra de limiter les déchets qui partent en déchetterie. C'est vrai que la grande question, c'est est-ce que la HQE, ça coûte plus cher? Alors l'étude actuelle fait apparaître un surcoût de 5% de coût à la construction. Donc après, c'est tout un calcul qu'il faudra faire quand on sera sur site, qu'on aura travaillé pendant quelques années, qu'on pourra faire vraiment un retour d'expérience sur les économies engendrées par ailleurs. Donc on se rend compte que les idées y sont. Simplement, les managers ou les conducteurs de projet, ce sont des gens qui doivent avoir la volonté de l'innovation et surtout de permettre ce travail collectif qui va faire émerger toutes les idées. C'est quand même une philosophie de travailler sur la partie développement durable, ça c'est évident. Mais résultat, on a envie de continuer, on a envie de faire plein de choses. Je crois que c'est aussi un moteur, je crois que c'est clair, c'est un moteur pour tout le monde. Gestion des déchets, économie d'énergie, bâtiment sain, toutes ces démarches environnementales ne peuvent fonctionner que si elles sont partagées par tous les acteurs de santé. Directeurs, personnels, usagers doivent être sensibilisés, concernés et motivés. Il faut donc élaborer une stratégie de management durable pour une œuvre durable. Et au sein d'un hôpital ou d'une clinique, comment peut-on s'y prendre? On commence par le commencement, c'est s'adresser aux gens qui travaillent dans leur milieu de vie, professionnelle. À partir du moment où on donne du respect et qu'on est dans une démarche gagnant-gagnant comme on l'a clairement établi, il est clair que si on prend les initiatives et les idées, quand on veut les réaliser, quand on veut concrètement construire, adapter des locaux, mettre en place des circuits intelligents, supprimer aussi des choses qui gênent, les détails qui embêtent et qui empoisonnent un fonctionnement régulier. Et puis si derrière tout ça on a l'intention d'améliorer la prise en charge du patient, d'optimiser l'asepsie, les procédures, bon, on arrive à un résultat. Pour structurer et organiser leur stratégie de management durable, les établissements peuvent s'appuyer sur de nombreux référentiels, comme l'Agenda 21, un plan d'action pour le 21e siècle qui décrit les secteurs où le développement durable doit s'appliquer. On décline les agendas 21 locaux pour les collectivités territoriales. Directeur d'établissements et régions présentait en février 2009 à Orléans cet outil de management fort. Et puis bien sûr, c'est au-delà de ça, bien sûr, c'est un outil de management, c'est un idéal, l'agenda 21. C'est quelque chose qui nous permet aussi, en bout de course, de motiver nos équipes. Mais de toute façon, ça va devenir une obligation pour tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, puisque dans la prochaine certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé, donc nous avons dans le manuel déjà des critères qui sont liés au développement durable. Dans vos établissements, peut-être que demain, vous aurez envie d'aller dans cette démarche. Et nous, on s'est mis dans la position plus explicite vis-à-vis des autres collectivités, de dire on ne va pas vous dicter comment faire, hein, c'est pas le sujet. Par contre, on s'organise pour qu'il y ait de l'échange d'expériences en méthode et puis en action aussi. Hein. Donc, dans la boîte à outils, il y a tous les outils d'évaluation. L'évaluation est au cœur d'une stratégie de développement durable, puisque si on n'évalue pas ce que l'on fait, on n'est pas en capacité de dire si on a réussi ou pas, si on s'améliore ou pas, si on répond aux objectifs. Déjà, on ne peut même pas les définir vraiment, ces objectifs, on ne peut être que dans le vague. Donc, il va falloir qu'on connaisse bien la réalité, avec des indicateurs très synthétiques sur notre territoire, sur nos politiques. Autre exemple de référentiel pour un management durable, c'est Performance Globale. La clinique de la Reine Blanche à Orléans s'est appuyée sur ce référentiel pour un management participatif auprès de ses salariés. Dans le management, l'implication des salariés est très importante parce qu'en fait, sans eux, on ne peut mener aucune action en faveur du développement durable. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font les gestes, c'est eux qui mènent les actions
Et de plus, c'est eux qui proposent les actions. On a créé des groupes de travail sur une auto-évaluation concernant le développement durable dans l'entreprise, selon un référentiel appelé performance globale. Ce qui est intéressant dans ces groupes, c'est l'échange qui se fait entre les salariés, échange sur les expériences personnelles et qui peuvent être appliquées à un établissement. L'objectif, c'était un petit peu de faire participer tout le monde, de montrer aux gens aussi que le développement durable, on pouvait le faire chacun à notre niveau. Ce n'était pas seulement quelque chose qui était classifié dans les papiers par la hiérarchie ou les supérieurs ou quoi que ce soit. Les points positifs, c'est déjà de partager avec d'autres des idées, de voir des personnes qui sont encore plus motivées que vous, parce que dans ces groupes-là, il y a des gens qui font beaucoup plus de choses que moi-même, par exemple. Donc je me dis qu'on peut encore faire plus. Nous avons prévu de présenter une charte éco-responsable à tout le personnel. Elle est constituée de 12 points. Et l'objectif, c'est de faire signer cette charte aux responsables du personnel afin qu'ils s'engagent à respecter les 12 points. Donc s'ils souhaitent signer la charte, dans ce cas, on va leur proposer de participer au groupe de travail pour redynamiser les groupes. Et s'ils ne veulent pas la signer, dans ce cas, on va leur demander pourquoi ils refusent de signer la charte. Pour organiser et valider leur démarche de développement durable, les hôpitaux et les cliniques peuvent obtenir une reconnaissance extérieure par des normes et des certifications. L'EMAS, la millénaire ou encore la norme ISO 14001 peuvent encadrer les systèmes de management social et environnemental. Une norme 14001, c'est plus une méthode qu'un résultat ou qu'un but à atteindre. C'est plus une méthode qui est basée sur deux principes qui sont un peu déroutants au début quand on la met en place. Un, ça n'impose aucun seuil en matière d'environnement, donc ça ne vous dit pas il faut être isolé comme ceci, telle performance énergétique, ça pour les déchets, ça ne vous dit rien. Ça vous cite les sujets à prendre en compte, mais il n'y a aucun seuil. Et une autre partie qui est basée sur le strict respect des réglementations en vigueur. Pour réussir une politique de management durable, il faut aussi prendre en compte l'implication du personnel, motiver et informer ses salariés pour éviter une incompréhension générale. Il existe à ce sujet des formations initiales et continues pour sensibiliser les dirigeants et salariés au développement durable. La formation en est encore à ses balbutiements, mais des structures comme le C2DS, le HESP ou encore l'ANFH proposent des modules de formation adaptés. Donc nous mettons en place des actions de formation à la fois de découverte et de sensibilisation, parce que certains ignorent l'intérêt encore, se posent la question, est-ce que le développement durable c'est quelque chose de sérieux ou pas? Maintenant on connaît la réponse fort heureusement. Et on va progressivement, étape par étape, jusqu'à leur montrer les outils qui existent et en particulier les cadres de référence qui permettent donc une meilleure organisation des actions de développement durable au sein des organismes ou des services dont ils auront la responsabilité. La formation au développement durable fait apparaître de nouveaux métiers, comme celui d'éco-infirmier, pratiqué par Philippe Perrin, qui est aujourd'hui le premier éco-infirmier de France. Un métier qui devrait se développer dans les années à venir. À mon avis, un éco-infirmier, c'est quelqu'un qui va intervenir auprès de personnes en bonne santé pour leur dire, voilà, vous avez un capital santé en bon état, ou tout au moins dans un état donné, à vous de faire en sorte de le préserver le plus longtemps possible dans cet état-là. Votre santé vous appartient, ce que vous faites de votre santé, ça vous appartient, mais voilà des éléments d'information sur lesquels vous pouvez agir. Et je crois que ça, c'est un point très important. Un éco-infirmier donc va intervenir non plus auprès de personnes malades, mais de personnes bien portantes, pour leur dire, voilà, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire? À l'Institut de formation de soins infirmiers, des journées de formation au développement durable sont inclus dans les 3 années de cours. Comment les élèves infirmiers perçoivent-ils ces formations? Ayant choisi une formation dans laquelle on nous apprend énormément de choses pour essayer de préserver, voire même d'améliorer la santé des gens, je pense qu'aujourd'hui c'est primordial d'avoir des apports sur le développement durable, les énergies renouvelables, etc. puisque la pollution, c'est une étiologie majeure, à mon avis, des maladies de demain et même de celles d'aujourd'hui d'ailleurs. La formation sur le développement durable, c'est pour un futur professionnel de santé, en tout cas pour moi, une façon nouvelle de regarder notre profession, une façon nouvelle d'envisager le soin et les conséquences de notre activité de soin sur les patients, sur l'environnement et sur les générations futures.
Manager, motiver, former, le développement durable replace l'homme au centre du débat et des préoccupations économiques et sociales. Le mal-être, le malaise des salariés et des usagers est placé au cœur de la réflexion. Comment mieux être pour mieux vivre? Pour atteindre cet idéal, les professionnels de santé s'appuient sur un axe majeur de travail, réunissant la prévention, l'éducation à la santé et la promotion d'une bonne hygiène de vie. En termes de prévention, il est évident que pour l'individu lambda, nous n'avons pas en France de politique cohérente de prévention. Pour ce qui est de l'entreprise ou de l'établissement de santé, c'est une évidence que ça appartient finalement au chef d'entreprise. Alors bien sûr qu'il y a une évolution à faire, mais c'est complètement intégré quand on décide un jour de passer au management par le développement durable. Et c'est plus à nous, chefs d'entreprise, finalement, de nous passionner, entre guillemets, pour ce sujet qui est réellement, effectivement, un sujet intéressant. Dans les actions de prévention, il y a tout un ensemble d'actions qui concernent ce que l'on appelle, d'un terme un peu savant, la promotion de la santé. Il ne s'agit pas de vendre une lessive, il s'agit simplement par ce concept de promotion de la santé, d'attirer l'attention d'un certain nombre de structures dont la santé ne semble pas être un élément déterminant, que s'ils s'intéressaient un petit peu à la santé, ils favoriseraient la qualité de vie actuelle et ils permettraient de mettre en place des réflexions qui s'occuperaient du futur, qui s'occuperaient de cette durabilité. Pour revaloriser la prévention dans le système de santé, une des solutions serait de déplacer progressivement les budgets du curatif vers le préventif. La prévention du risque maladie, quelque chose qui, bien sûr, se développe de plus en plus, mais qui reste malgré tout marginal. Ça représente en gros moins de 1% du montant total des dépenses de remboursement. Donc je considère que ce problème est insuffisamment traité par la politique de santé publique. Il faut avant tout se poser la question de savoir pourquoi on est aussi peu orienté vers la prévention en France. On a été par le passé assez bon en matière de prévention. Je veux dire, on a inventé l'hygiène au XIXe siècle. C'était de la prévention, ça vient de France. Et en fait, on a l'impression qu'il y a eu comme un effet d'éviction au XXe, à une époque où on est devenu tellement bon en soins, on a tellement développé le soin qu'il y a eu comme un effet d'entraînement et on a oublié une part de la prévention. Il me semble que c'est d'abord des réflexions de ce genre-là qu'on doit avoir et comment faire pour redynamiser la prévention, comment faire pour remobiliser la société dans son ensemble. Le président de la République, lors de son discours sur le thème de la politique de santé en septembre 2008, a annoncé sa volonté de faire de la prévention une de ses priorités pour arriver à une médecine plus efficace et moins coûteuse. Des professionnels ont su tirer à exemple des programmes de prévention qui ont bien fonctionné, comme le dépistage du cancer du sein. Et grâce à des partenariats publics-privés, de nouveaux projets de prévention ont vu le jour. C'est le cas du dépistage de l'amblyopie chez les enfants. Et on s'est rendu compte que j'avais une cicatrice à l'œil, donc, et après on m'a annoncé que j'étais amblyope. Et tu aurais pu le dépister plus tôt? Ah oui, ça c'est sûr. Et pourquoi on ne te l'a pas fait? Au début, on savait pas que j'étais amblyope. Ma grand-mère avait vu que j'avais un problème à l'œil, mais mes parents l'ont pas cru. Donc. Et tu regrettes de ne pas avoir fait un dépistage plus tôt? Ah oui, je le regrette. Et si c'était pour tes enfants, tu aurais fait quoi? Alors, j'aurais fait le dépistage. Parce que maintenant que tu le sais, tu aurais voulu le faire. Ah oui. Si vous voulez, ce qui est pour nous important, c'est justement de développer tout ce qui concerne la prévention et le dépistage, afin d'éviter finalement les risques de maladie. Et donc notre action ne se situe pas simplement dans la réparation du risque, mais également bien en amont dans la réflexion que nous devrions avoir et que la société devrait avoir de façon plus exemplaire sur le fait de prévenir un certain nombre de maladies qui peuvent l'être par un certain nombre de gestes simples et relativement peu coûteux. Penser au bien-être du patient, le placer au cœur du système de soins, c'est redonner du sens au métier. Une vision partagée par Stéphane de Mortillier, chirurgien, mais pas un chirurgien comme les autres. Lors de ses interventions, il privilégie la relation soignant-soigné et apporte calme et sérénité aux patients grâce à l'hypnose ericksonienne. J'ai fait une formation d'hypnose ericksonienne
pour faire en sorte que cette intervention se passe dans les meilleures conditions possibles, de détente pour le patient, et pour que justement l'anesthésiste n'ait pas besoin d'injecter trop de drogue et que l'intervention soit bien vécue. Alors, le fait d'avoir fait un séminaire d'hypnose, enfin une formation d'hypnose ericksonienne, c'est une façon de poser sa voix pendant l'intervention, c'est d'avoir une sorte de ton un peu monocorde, un rythme assez lent d'expression, et ensuite c'est une sémantique en fait, hein, il y a des paroles qu'il faut utiliser, des mots qu'il faut utiliser, qu'il vaut mieux utiliser, et d'autres qu'il ne faut pas utiliser. Vous allez inspirer à fond, et vous allez souffler l'air, et je commence l'anesthésie. Voilà. Continuez à bien respirer, et je commence tout doucement, et ça se passe très très bien. Je trouve que tout est fait pour mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui est très confortable, quoi. De plus en plus de professionnels de santé mettent en œuvre des actions de prévention et d'éducation au sein de leur établissement. L'objectif est de prévenir les maladies de demain. Améliorer la qualité de vie des salariés et des usagers, c'est obligatoirement améliorer la qualité des soins. Il n'est de richesse que d'hommes. Il est incontournable que nous avons absolument besoin de nos salariés, de salariés en bonne santé, et surtout de salariés de moins en moins stressés, puisque je crois que le stress sera le problème de demain, et que nous avons tout intérêt, entre guillemets, à investir dans nos postes de travail, dans la recherche du bien-être au travail, pour gagner en efficacité, gagner en sérénité. Améliorer la qualité de ces relations humaines au sein du système de santé, ça changerait la vie des soignants. Parce que les soignants ne sont pas forcément heureux, ils sont pressés par le temps, par la nécessité de remplir d'énormes fonctions, dont de plus en plus de tâches administratives. J'entends de plus en plus d'infirmières, de médecins qui sont noyés sur le travail administratif et qui sont détournés de leur fonction première. Et dans l'humain, il y a la santé, dans l'environnement, hein, et dans l'économie. Et on voit que tout ça, il faut que ça marche ensemble. Une économie en crise, comme ce qu'on peut connaître, va entraîner des dépressions, du stress, des suicides. On le voit bien même dans certaines entreprises. Un environnement qui est néfaste va entraîner des impacts sur la santé. Donc tout ça doit marcher ensemble. Il est important que l'on apprenne à repérer un certain nombre de situations liées à l'habitat, au cadre de vie, à l'environnement de travail, par exemple, qui peuvent générer des conditions pathogènes, qui peuvent favoriser l'apparition de signes cliniques, de pathologies, de mal-être ou de malaise. Le bien-être des salariés et des patients a été un leitmotiv pour la reconstruction du centre de dialyse du Béarn. Cet établissement a notamment utilisé la luminothérapie pour créer un environnement sanitaire durable, écologique et convivial. Résultat, une diminution de l'agressivité des patients et zéro turnover depuis 2003. On a privilégié donc la lumière naturelle, un souci effectivement de luminothérapie, de traitement des patients. Elle est exercée donc par divers moyens. On l'a vu sur l'extérieur, et les amener de conduits de lumière naturelle par différents moyens aussi, que ce soit les puits de lumière, les puits de jour ou les tubes de lumière. Quand vous regardez le patio derrière, c'est agréable, quoi. C'est pas, on ne se sent pas trop à l'hôpital, même si on y est quand même. Pour moi, c'est un cadre reposant. Bon, je travaille jusqu'à maintenant. Je me levais à 5h30 tous les matins, donc quand j'arrivais, j'avais besoin de me reposer et j'ai trouvé ce confort. Le bien-être des salariés et des usagers dépend bien sûr de l'environnement, mais dépend aussi de ce qu'il y a dans leur assiette. Mieux manger pour mieux vivre. L'alimentation et la nutrition font également partie des projets de prévention et d'éducation. Un grand nombre de maladies passent par les choix alimentaires. Quel mode d'aliment, quel type de consommation on a? Est-ce qu'on a une alimentation extrêmement carnée, ou très chargée en lipides, ou très chargée en sucre? L'aliment est la part fondamentale de l'énergie de l'individu.
Et sans une énergie parfaite, on aura des toxines et on aura des pathologies associées aux toxines. Et peu de gens sont initiés à ces choses-là. En fait, on devrait acquérir ces notions-là dès l'école maternelle. C'est un devoir d'adapter la nutrition, l'aliment que l'on donne au patient qui est au centre de l'établissement de santé. Le centre de l'établissement de santé, c'est le patient. Dans le cadre de l'Agenda 21, le CHU de Brest a mis en place un plan nutrition santé pour auto-évaluer et éduquer ses personnels à la nutrition. L'expérience pilote Nutrition Santé est une initiative de service santé publique de la ville de Brest qui nous a proposé de participer à cet appel d'offres du ministère de la Santé pour répondre aux besoins des salariés. Une enquête auto-administrée d'abord par le salarié, à qui on avait demandé par courrier s'il était d'accord de s'engager. Donc il devait répondre à une enquête par lui-même, qu'on lui a envoyée par courrier, une première fois, puis une deuxième fois 18 mois plus tard. Dans un deuxième temps, un rendez-vous était pris avec la diététicienne, un rendez-vous donc qualitatif, c'est-à-dire un entretien d'une bonne vingtaine de minutes auprès des 211 salariés. Et là, il mettait en place, il répondait au questionnaire ce qu'on appelle le rappel des 24 heures, c'est-à-dire qu'avez-vous mangé dans les dernières 24 heures. Et au bout de 18 mois, on a fait la deuxième enquête et on a constaté une amélioration significative en termes de consommation de fruits et légumes et de pratiques sportives. J'essaye de manger des fruits et légumes à chaque repas. À peu près, j'essaye d'équilibrer comme je peux. Surtout maintenant que j'ai des horaires fixes, je mange au sel, enfin fixe pratiquement. Ce que je regrette, c'est que dans l'établissement, il n'y ait pas une salle de sport, ça je l'ai toujours dit. Voilà, pour augmenter un petit peu l'activité physique. Je trouve que ce serait plus facile s'il y avait une salle sur place. On est plutôt content d'avoir pu participer en fait à une pédagogie en fait des salariés. Et puis on en tire aussi des conclusions. Et la principale, c'est un travail qui doit être mené auprès des personnels en horaire décalé. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne prenaient pas de repas, ne savaient pas s'ils devaient prendre une collation et ils sont en attente d'informations. Grâce à l'engagement, la motivation et la persévérance des acteurs de terrain, tous les établissements de santé lancent des actions dans le développement durable. Il est important de les mettre en lumière et montrer ainsi que le développement durable est un véritable créateur de richesse. S'engager dans une telle démarche, c'est améliorer la qualité de l'environnement, de la vie sociale et économique de toute une population. C'est ne pas nuire pour mieux soigner. C'est-à-dire que les professionnels de santé aujourd'hui ont le droit, ont le devoir, ont la chance de rentrer dans ce tournant, de faire en sorte qu'au quotidien, tous les jours, dans leurs petits gestes, ils puissent participer à prévenir la santé des générations futures. Nous devons remettre en question notre façon de penser, vivre, consommer et produire, pour avancer ensemble vers un monde plus juste et plus durable. Agir au quotidien pour les générations futures. La Terre, on ne sait pas si elle existera encore. Et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, ils ne pourront pas en profiter. Il faut beaucoup moins polluer parce que sinon ça va très mal aller pour la planète. Il ne faut surtout pas acheter des produits qui polluent la nature. Polluer moins et éviter que tout le monde meure. Agir vite. Mixing your blood with mine, sharing your peace and mine here today. My soldiers of pain and my armies of brain, they do fight in vain. Cause now I'm a king and you're my lovely queen, and I'm born again, born again, born again. In you I made a promise dream. It's true, your love's my only dream. In you I made a promise dream. It's true, your love's my only dream. Is it a crime
get so deep and high? Will I go to hell? Only time will tell. Oh, is it a crime to get so deep and high? Will I go to hell? Only time will tell. Deep in your soul I reach my precious goal. I'm not here in vain. My spirit is yours and the rest is of course. I am born again, born again, born again. In you I made the problem scream. It's true, your love's my only dream.